Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va parler du siècle des Lumières. On en avait un petit peu parlé avant le confinement, donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit. Et à la fin, il y aura un petit résumé que je vous dicterai. Vous allez adorer. Il ne sera pas très long, hein. Bon, alors on démarre. Donc le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle. Au cours de ce siècle, il y a donc trois rois qui vont régner. Louis XIV jusqu'en 1715. Ensuite, Louis XV qui va régner jusqu'en 1774 et par la suite, donc, Louis XVI jusqu'en 1792. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce siècle donc le siècle des Lumières? Tout simplement parce que dans ce siècle-là, il y a de nouvelles connaissances qui apparaissent, des connaissances scientifiques et surtout des idées nouvelles qui commencent à circuler. Tout d'abord, les progrès donc scientifiques et aussi économiques. Dans le domaine agricole, par exemple, de nouvelles cultures se développent. Parmentier rapporte d'Amérique la pomme de terre, par exemple. Grâce à lui, on peut manger des frites. On trouve aussi, on découvre la force de la vapeur qui permet de faire fonctionner des machines, de fabriquer les premières industries, les premières usines. Les transports s'améliorent. Vous avez aussi un monsieur qui s'appelle Cugnot qui fabrique le premier véhicule à vapeur, donc l'ancêtre de la locomotive. Vous avez le réseau de routes qui commence à s'améliorer. On commence à mettre des pierres et donc les marchandises, les véhicules entre guillemets, peuvent mieux circuler et ça permet d'améliorer le commerce à l'intérieur du pays. Vous avez deux frères, les frères Montgolfier, qui inventent le ballon à air chaud en 1783. D'ailleurs, on avait vu dans le manuel l'envol d'une montgolfière au Jardin des Tuileries en décembre 1783. On découvre aussi ce monsieur qui s'appelle Newton, qui étudie la lumière et il découvre pourquoi les objets que l'on jette en l'air retombent par terre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction universelle. Voilà. Donc il y a aussi des idées nouvelles qui circulent et ça c'est très 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 important. Alors vous avez des personnes, des écrivains, des philosophes, je vous donnerai la définition un peu plus tard, Voltaire, Montesquieu et Rousseau, on avait vu leur portrait dans le manuel, qui s'opposent au pouvoir absolu du roi et qui s'opposent aussi aux privilèges. Alors ils ne sont pas contre le roi, hein, ils ne sont pas contre la personne du roi, ça c'est important, mais contre ce qu'il représente. Et ils veulent donc des réformes, ils veulent des changements, ils souhaitent que le peuple obtiennent plus de liberté et surtout, ils prônent l'égalité entre les hommes. Donc, ils veulent l'abolition des privilèges. Voilà. Ils souhaitent aussi, voilà, l'abolition de la torture. Ça aussi, c'est important. Donc, grâce au progrès de la science et surtout grâce aux idées qui sont véhiculées durant ce siècle, le XVIIIe siècle est appelé le siècle des Lumières. Alors, une lumière avec un L majuscule. Hein. Diderot dit, c'est un philosophe, j'en parlerai un peu plus tard, Diderot dit que le XVIIIe siècle est le siècle où les lumières générales se répandent dans la société. C'est extraordinaire. Voilà, donc, pour en revenir à cette idée de privilège, je vous avais lu aussi un petit texte de Beaumarchais, hein, qui, dans un de ses écrits, Le mariage de Figaro, en 1784, fait dire à un de ses personnages « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Voilà ce qu'il dit. Donc évidemment, ça fait son effet. Bon, tout ça c'est bien joli, mais il faut que ces idées soient diffusées. Alors elles sont diffusées grâce aux livres que ces personnes écrivent, mais aussi grâce aux journaux qui petit à petit vont être diffusés un petit peu partout en France. Ces journaux sont lus dans des cafés. C'est l'apparition des premiers cafés. Il y en a d'ailleurs un qui est le plus ancien café
de France qui est à Paris, qui s'appelle le Procope. Et dans ce lieu, donc, des personnes de toutes conditions venaient. Il y avait des journaux qui étaient là, certaines personnes qui savaient lire, évidemment, lisaient à voix haute pour les autres les écrits que Voltaire, Rousseau et autres avaient rédigés. Donc petit à petit, ces idées sont diffusées dans la société française. Vous avez aussi, dans des milieux bourgeois assez riches, ce qu'on appelle des salons. Alors, on avait vu aussi dans le manuel, vous aviez, par exemple, Madame Geoffrin, hein, qui recevait chaque semaine dans son salon, alors dans son salon qui est très très grand, hein, et dans son bel appartement, chaque semaine, elle recevait des personnes, des écrivains, des scientifiques, etc. Et toutes ces personnes-là échangeaient autour de ces idées. Voilà, donc deux moyens de diffusion de ces idées, les salons, les journaux. Bon, mais tout ça, c'est bien joli, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour que le peuple, entre guillemets, le tiers-État, soit libre, hein, on ne peut pas être libre sans avoir de connaissances. Et quand on sait, évidemment, on peut choisir sa vie, mais pour savoir, il faut être instruit. Donc, où trouve-t-on le savoir? Forcément, dans les livres. Donc, Diderot, Denis Diderot, vous étudierez ces textes aussi quand vous serez au collège, voire au lycée, décide de regrouper toutes les connaissances de l'époque dans un grand livre, dans des grands livres évidemment, parce qu'un n'est pas suffisant. Donc il va demander à un peu plus d'une centaine de personnes, des scientifiques, des personnes qui sont spécialistes d'un domaine en particulier, d'écrire et d'expliquer pour le plus grand nombre leurs connaissances. Alors il va y avoir des textes, et puis il va y avoir aussi des illustrations, des dessins. On a vu donc à la page 119, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu le dessin d'une girafe. Parce qu'évidemment, la majorité de la population ne savait même pas que ça existait. Donc, il fallait expliquer aux gens que quelque part dans le monde, en Afrique en l'occurrence, il y avait un animal, une girafe. Donc on le décrit, on la dessine plutôt, on explique comment elle se nourrit, etc., etc. Donc d'un côté, vous avez des livres, hein, 17, il y en a 17, alors ce sont des grands livres, et de l'autre côté, vous avez 11 livres de planches de dessin où sont dessinés parfaitement des animaux, des machines. On avait vu aussi des dessins sur la culture de l'ananas, par exemple. Donc tous ces livres-là vont être, entre guillemets, mis à disposition des gens dans des bibliothèques. Alors il faut savoir que la rédaction de l'encyclopédie a duré une vingtaine d'années. Voilà. Donc évidemment, il faut être aussi honnête, la très grande majorité des Français n'a pas accès directement à ce savoir. La majorité de la population est pauvre, donc ce que souhaitent les gens, c'est se nourrir au quotidien. Mais petit à petit, malgré tout, les idées qui sont véhiculées de liberté, d'égalité entre les gens vont se diffuser. Voilà. Donc ça c'est très 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 important et ça va expliquer ensuite la Révolution française. Voilà, donc c'est une leçon assez courte, mais qui est primordiale dans l'histoire. Voilà donc pour le petit récapitulatif de la leçon. Maintenant, donc, je vais vous dicter, il va falloir écrire la leçon. Alors, évidemment, vous allez prendre un stylo, hein, vous allez prendre une feuille de classeur, écrire la date du jour. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le 1er avril. Ce n'est pas un poisson, hein, je vous rassure. Mais voilà, vous écrivez, si vous l'écrivez le 2 avril, vous écrivez le 2 avril. Le titre, donc, c'est Le siècle des Lumières. Alors, siècle avec une majuscule et lumière, évidemment, avec une majuscule aussi. Donc, maintenant, je dicte le petit résumé. Voilà. Alors, ça commence.
On appelle le 18e siècle. Alors, 18e en chiffres romains. Alors, X, V et 3I. Donc, on appelle le 18e siècle, virgule, le siècle des Lumières. Parce que, en France et en Europe, les connaissances scientifiques progressent, virgule, des idées nouvelles sont défendues et discutées par des philosophes. Point. Donc, vous pouvez évidemment réécouter cette phrase, mais je vais vous la relire. Donc, on appelle le 18e siècle le siècle des Lumières parce que, en France et en Europe, les connaissances scientifiques progressent, virgule, des idées nouvelles sont défendues et discutées par des philosophes. Alors, vous soulignez siècle des Lumières et vous soulignez idées nouvelles. Donc, j'ai dit point. On retrouve beaucoup de ces réflexions dans un grand ouvrage de point, l'encyclopédie. Vous soulignez encyclopédie et vous mettez un E majuscule, évidemment, à encyclopédie. Alors, encyclopédie, ça s'écrit E majuscule, N, C, Y, C, L, O, P, E, accent aigu, D, I, E. Point. Je vous relis donc la phrase. On retrouve beaucoup de ces réflexions dans un grand ouvrage de point, l'encyclopédie. Ça, c'est le premier paragraphe. Maintenant, il y en a un deuxième. Donc, je commence. Au XVIIIe siècle, virgule, les philosophes des Lumières, L majuscule à lumière, rejettent la monarchie absolue, virgule, les privilèges de la noblesse et du clergé, point. Vous soulignez, philosophes des Lumières rejettent la monarchie absolue. Ça, c'est souligné. Donc, j'ai dit point. Ils défendent la liberté, virgule, le progrès, virgule, la tolérance, virgule, et affirment que tous les hommes sont égaux. Alors, cette phrase-là, vous me la soulignez. Voilà, point. Alors, vous écrivez également. On dit de la France que c'est le pays des Lumières. Point. Encore aujourd'hui, quand on parle de la France, on dit que c'est le pays des Lumières. Donc, c'est pas anodin tout ça. Dernière petite chose au sujet du siècle des Lumières, je vous donne la définition de philosophe. Donc, un philosophe, vous écrivez philosophe, deux points, c'est un écrivain. Où est-ce que j'ai écrit ma petite définition? Oh là là. C'est un écrivain, donc, qui réfléchit sur le sens de la vie, virgule, qui essaie de donner des réponses aux grandes questions que l'homme, donc l'homme avec un H majuscule, que l'être humain, donc, se pose. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est là? Dans quel but? Quel sens donner à sa vie? Etc. Trois grands philosophes. Vous allez noter leurs noms. Trois grands philosophes. Donc, vous avez Voltaire, virgule, vous avez Rousseau, virgule, et vous avez Montesquieu. Alors, je vais vous épeler leurs noms. Donc, Voltaire, V-O-L-T-A-I-R-E. Rousseau, R-O-U-2-S-E-A-U. Voilà. Et pour Montesquieu, M-O-N-T-E-S-Q-U-I-E-U. Point. Voilà, c'est fini pour cette leçon. Et je prépare la leçon sur la Révolution. Alors là, ça va être sanglant. Au revoir les enfants.